Bienvenue sur cette vidéo de rediffusion de l'atelier Formes juridiques et statuts. Elle vous aidera à choisir la forme juridique la plus adaptée à votre collectif et vous donnera quelques outils pour la rédaction des statuts. Le réseau Géclair est le réseau Grand Est de l'énergie citoyenne. Il est porté par 3 associations, l'Agence locale de l'énergie et du climat de Champagne-Ardenne, Alter Alsace Énergie et Lorraine Énergie Renouvelable. Cet atelier est disponible gratuitement grâce à l'ADEME et à la région Grand Est. Bon visionnage. Hop là. Bienvenue sur la présentation de l'atelier juridique de ce soir. Au menu ce soir, c'est ça qu'on disait. Je vais essayer de vous le mettre en grand écran, mais voilà, hein, il y a toujours des petits. Voilà. Félicitations. Vous y voyez tous? C'est clair? Super. Parfait. Quelques présentations, oui. Pourquoi une société de projet? Pourquoi pourquoi, voilà, comment choisir les différentes formes de sociétés qui existent et pourquoi en choisir une ou l'autre. Qu'est-ce qu'on met ensuite dans les statuts, une fois qu'on a choisi la forme de la société, et puis éventuellement les prochaines étapes. C'est dans cette partie, les statuts et leurs 5 grandes questions que on peut le faire sous forme d'atelier, on verra, vous me direz ce que vous avez envie de faire. Mes petites présentations d'abord, et alors pour ça, je vais vous proposer d'interagir directement avec la présentation. Je vais vous mettre dans le chat le lien vers la présentation et je vais vous demander d'aller cliquer dessus pour vous y connecter et pour pouvoir modifier à votre tour la présentation. Comme ça, vous allez pouvoir, en live, nous dire d'où vous venez. Est-ce que vous voyez bien le lien dans le chat? Fantastique, je vois tout le monde qui rejoint la présentation. C'est superbe. J'ai 2 participants, alors avez-vous trouvé pour les autres? Super. Du coup, je vous propose d'inscrire sur la couleur de votre choix le nom de votre collectif et après d'aller placer le petit point sur la carte du Grand Est. C'est fantastique, n'est-ce pas? Normalement, vous devez pouvoir écrire, déplacer, changer. Donc, cette présentation est ce soir aussi la vôtre. Allez-y. Exactement, je vois qu'il y a quelqu'un qui s'est lancé, mais n'hésitez pas, choisissez la couleur de votre choix et vous pouvez nous indiquer d'où vous venez. Alors, il y a déjà 2 personnes qui ont osé. Il y a un petit bug. Ça n'a pas marché. Il est où? Oui, il a été supprimé, mais c'est pas grave, on va se le refaire. Hop là. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde là? Vous en sortez à peu près? Bonjour. Bonjour. Alors, attendez. Je vais... attendez. Vous venez de nous rejoindre. Ah, en plus, on vous entend pas du tout. Il y a un gros problème de connexion. Allô, allô. Bon, on a au moins un collectif qui arrive à se placer. Les autres, ça marche pas du tout. Alors, dites-moi pourquoi. Parce que c'est important que vous puissiez interagir sur la présentation pour la suite. Moi, j'ai beau cliquer dessus, il se passe rien. Alors, est-ce qu'il vous dit que vous ne pouvez pas modifier ou quelque chose? Ah putain. Oh là là. Bon, on a un collectif d'Épernay qui est présent. Merci beaucoup, bravo. On a le collectif du Bayonnais qui a... Ouais, mais moi, je retrouve pas la petite brique pour mettre le petit truc à mettre à l'endroit. Je l'ai perdu. C'est fou, hein? Ça n'est pas du tout pratique, cette présentation. Hop là. Ah bah, Voilà, parfait. ouais, Très bonne idée. Voilà, super. Bon, et pour les autres, ça marche pas trop. Mais en fait, on est plusieurs du Bayonnais, je pense déjà, Parfait. à mon avis. Alors, allez-y. Je vous laisse la parole, comme ça, vous allez vous présenter vite fait votre nom et du coup, ce collectif du Bayonnais. Est-ce que vous voulez nous en dire 2 mots?
Vas-y, Thomas. Non, bah vas-y, David, c'est toi le. Non? Non, je suis rien du tout, moi. Ouais, bah, alors, bah, on est. Alors, je crois qu'on est quatre. Ouais, je dis pas de bêtises. Il y a Caroline, Stéphanie, David et moi, Thomas. Donc, on est un groupe émergent de projets citoyens sur Bayonne, donc qui est au sud de la Meurthe-et-Moselle. C'est un petit bourg de 1500 habitants. Et on a fait quelques réunions publiques animées par David qui est là et Marc hein, qui sont à l'initiative du projet. Moi, je suis pas à l'initiative. Et on est aujourd'hui une dizaine de personnes intéressées pour monter un projet, et puis autour une trentaine de personnes intéressées de loin, quoi. Enfin intéressées, voilà, qui vont soutenir de loin ou mettre un peu d'argent, voilà un peu où ça en est. On est plutôt autour de la commune de Bayonne, puis quelques villages autour, et on a un point d'appui, on va dire en projet, qui est les toitures de la commune de Bayonne, où la commune de Bayonne est prête à mettre à disposition 2 toitures pour 2 centrales photovoltaïques sur toiture. Et puis on avait une piste, mais la plus compliquée, sur une ombrière sur le parking de la gare de Bayonne. Voilà, schématiquement. Et on se pose des questions. Comme on n'est pas nombreux, est-ce qu'on crée une société de projet ou est-ce qu'on rejoint une autre ou est-ce qu'on passe par autre chose? Voilà. Tout est ouvert. Voilà, je dis ça. Je sais pas, David, hein. David, Oui, c'est Stéphanie, ça. Caroline, n'hésitez pas à compléter. C'est exactement ça. La réunion tombe à point nommé. Voilà, on est à un moment, comment dire, je sais pas si on peut dire historique, mais c'est vrai que on fera pas une cinquième réunion publique pour encore réunir des gens. Là, quelle forme on donne à notre collectif avec la question d'une légère fragilité dans le nombre de personnes, puisque voilà, au regard des autres collectifs qu'on connaît. On est sur comment dire, une masse critique un peu faible, donc on se questionne sur la forme, même si le projet qu'on a évoqué sur la commune de Bayonne est un projet qui est plutôt facilité par la commune, donc un chouette projet pour commencer et plutôt dans de bonnes conditions, on va dire. Merci bien. Et du coup, le deuxième collectif représenté, d'Épernay. Alors, collectif, ça va être un bien grand mot. Je suis assez jaloux de ce que j'entends quand même, parce que le collectif, il est même pas en phase émergente, c'est vraiment les toutes prémices. Pour vous donner un petit peu l'histoire, je suis parti d'un groupe Colibri, donc c'est des sujets qui sont en réflexion. Et l'agglomération d'Épernay est accompagnée par l'Agence locale de l'énergie des Ardennes pour faciliter l'émergence d'une centrale d'énergie citoyenne. Donc moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Ça fait longtemps que je m'en suis pas occupé, et donc l'atelier était pour moi aussi l'objectif, voilà, de me remettre un petit peu dedans et d'avoir un peu plus les idées claires sur les différents modèles. Il y a des pistes évoquées sur une commune de l'agglomération, un maire qui fait partie. Alors, il y a un petit noyau hein, de un peu moins d'une dizaine de personnes qui s'intéressent au sujet, dont le maire d'une des communes qui aurait potentiellement quelque chose à mettre autour de la table. Et nous aussi, l'agglomération se veut facilitante dans le sujet. Tout ça restant à regarder quel mode de gouvernance la commune l'agglomération veut avoir dans le projet, si elle veut tout contrôler ou pas. Donc nous, c'est vraiment, c'est même pas émergent, c'est les prémices. Voilà. Merci beaucoup. Si vous le voulez bien, alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui vient d'un autre collectif ou d'ailleurs, qui voudrait aussi se présenter rapidement. Je sais pas, pardon. Bon, n'hésitez pas à reprendre la parole si besoin. Je vous propose de passer à la page suivante sur le diaporama, où la question, c'est un peu où vous vous situez aujourd'hui. Alors, j'entends bien que vous y avez déjà en partie répondu, mais comme on est ce soir à se poser des questions juridiques, c'est pour savoir où on en est au niveau juridique, mais aussi sur les autres thématiques des projets. Vous avez déjà sans doute tous vu ce Freezel, n'est-ce pas? Parce que je crois que vous avez eu des contacts soit avec LER, soit avec la LE des Ardennes, effectivement.
Et donc en page 3 du diaporama, hein, si vous voulez tout y retrouver, vous avez toutes ces étapes d'un projet citoyen d'énergie renouvelable. Et je montre bien à tout le monde. Vous pouvez, alors, soit vous me le dites à l'oral si c'est plus simple, mais vous pouvez sinon placer les 4 points sur les 4 thématiques de là où vous en êtes aujourd'hui dans votre collectif. Donc, on a compris que c'était collectif 1 et collectif 6, le Bayonnais pour le 1 et le Épernay pour le 6. Ne vous compliquez pas la vie à tout réécrire. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, enfin, si vous, ou sinon nous le lire à l'oral, où est-ce que vous en êtes sur chacune de ces parties du projet en termes de mobilisation. Donc, on a un peu entendu les différentes réunions menées dans le Bayonnais et puis les premières mobilisations des acteurs autour d'Épernay. Au niveau des financements, est-ce que vous avez déjà mis des choses en commun? Au niveau juridique, donc on a déjà un peu parlé, mais il y a déjà une première étape. Est-ce que vous l'avez faite ou pas? Et au niveau technique, vous nous avez un peu dit que vous aviez des projets. Donc, si vous voulez un peu jouer avec les petits points ou nous dire à l'oral où vous en êtes de chacune de ces parties. Je vais plutôt dire à l'oral si, Ouais. si ça vous dérange pas, parce que je suis sur une tablette et C'est pas du tout sans pratique. souris, c'est vraiment pas pratique. Et en plus, c'est écrit très petit. Mobilisation citoyenne, donc on est vraiment au premier niveau en ce qui nous concerne. Financement juridique, on n'a rien fait du tout. Voilà. Ok. Ça marche. Et par contre, de sites potentiels au niveau technique, vous avez déjà un peu identifié Il y a quelque chose qui est... Enfin, ouais, non, Ok, d'accord. ça C'est reste... vraiment les prémices. ouais. Super, merci. Et du côté de Bayon? Du côté de Bayon, on a une mobilisation citoyenne qui est issue de 4 réunions publiques. Donc on a quand même communiqué à chaque fois. À chaque fois, on a eu donc 4 réunions publiques. Sur les 3 premières, on a eu à chaque fois des personnes complètement différentes. Et puis voilà, sur la 4e, on a communiqué principalement sur le projet autour de Bayon. Et puis à l'issue, une petite dizaine de personnes se sont dit motivées, OK, pour continuer avec des compétences différentes et des compétences à développer également. Voilà. Le financement, il y a rien parce qu'on existe, enfin, on n'a pas encore choisi de format. Sachant que peut-être dans les questions qui pourraient être posées, parce qu'on a vu qu'il y avait des collectifs qui avaient commencé par une association et ensuite qui avaient créé à côté ou après une société coopérative. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est vraiment dans quel véhicule juridique, je pense. Enfin, Et puis sur la partie technique, je ne sais pas comment où placer. Sachant que sur la partie technique, on a évoqué des toits de la commune de Bayon et en fait la commune a fait une étude, enfin une pré-étude sur la potentialité des toits communaux, euh, pas en termes de structure, mais en termes de potentiel solaire. Ok. Donc, vous avez déjà quelques études d'opportunité et les sites que vous avez repérés dont vous parliez tout à l'heure. Voilà. Et on a une commune qui est également, en fait, qui veut faire l'état des lieux de ces toitures en termes d'état et donc en fait, ils sont déjà partis sur une demande de financement Climaction pour Les l'étude études. de structure. Ça marche. Merci bien. Je profite de cette diapo pour revenir sur la partie juridique qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, avec cette carte qui, que vous dites, c'est pas encore une étape que vous avez faite. Par contre, il est clair qu'elle vient avant la création d'un véhicule juridique. On va parler aujourd'hui de création de société, c'est vrai. Une société n'est que l'outil pour partager, pour agir dans pour agir dans les objectifs qu'on s'est fixés avant, en préalable. Et c'est clair que la question du partage des valeurs, que de ce que vous voulez faire ensemble et pourquoi vous voulez le faire, elle va venir en amont. Je vais pas en parler ce soir, c'est vraiment sur comment créer sa société, mais euh, il faut que ce soit quelque chose qui soit réfléchi en amont, clairement, de votre projet. À partir du moment où vous êtes, comme vous dites, une petite dizaine, c'est un bon groupe moteur initial et ça peut être le bon moment pour faire ce travail-là. Euh, je me présente rapidement parce que je ne l'ai pas fait, je suis désolée. Donc, moi, je suis Colline. Je travaille à Alter Alsace Énergie et avec
LER et LAL 08. On anime le réseau Géclair, le réseau en Grand Est de l'énergie citoyenne. Vous avez vu qu'il y avait tout plein de projets. On en compte aujourd'hui un peu plus d'une cinquantaine en Grand Est. Et au niveau national, au sein du mouvement énergie partagée, plus de 350. Je vous ai remis la carte des réseaux aussi régionaux, parce que donc Géclair est l'un parmi les autres, pour rendre à Éclair ce qui est à Éclair, parce que pour le coup, en Occitanie, le réseau s'appelle Éclair, et c'est eux qui sont à la base de beaucoup d'éléments de l'atelier de ce soir. Donc je les remercie au passage. C'est vraiment un très bel outil. Euh, Il y a aussi à signaler que beaucoup des ressources viennent d'énergie partagée, bien sûr. Vous êtes ou pas encore adhérent d'énergie partagée, on va parler par la suite d'ailleurs. Mais sachez que via vos animateurs Géclair, on peut avoir accès à ces ressources dans un premier temps, parce qu'il n'est pas possible d'être adhérent d'énergie partagée. Donc on n'a pas d'existence juridique, donc parfois ça tourne un peu en boucle, ça se mord la queue. Mais l'objectif, c'est bien qu'on puisse vous partager les ressources dont vous avez besoin dans un premier temps pour ensuite pouvoir éventuellement adhérer à l'un ou l'autre réseau. On rentre dans le vif du sujet. Donc, ça, c'est le schéma qu'on utilise beaucoup avec la petite société de projet, ou SPV, Social Purpose Vehicle, au milieu, qui va être en fait le fameux véhicule juridique dont vous allez avoir besoin pour tous ces petits trucs en italique, demander un permis de construire, contracter un prêt auprès de la banque, vendre de l'énergie. Et toutes ces choses-là, elles ont besoin d'une structure juridique, évidemment, vous le savez bien. Donc, on va parler de société de projet. On est d'accord que dedans, il peut y avoir plein de types d'investisseurs possibles. Vous êtes bien sûr dans la catégorie investisseurs locaux quand vous êtes, que ce soit citoyen individuel qui vient investir ou même une société qui est une association ou n'importe quelle structure qui vient investir dans une société de projet. Et, et comme vous le savez, enfin, on le sait bien sûr, une société peut avoir des filiales et donc il y a aussi des sociétés qui se constituent, même des sociétés citoyennes, qui ensuite créent des filiales pour des plus gros projets. Le principe de la SPV, de la Social Purpose Vehicle, c'est qu'on crée un véhicule juridique avec un objet social spécifique, c'est-à-dire un seul projet dedans. Et souvent, c'est la question de la taille des projets qui compte, évidemment, parce que c'est difficile d'aller dans une même société financer une toiture photovoltaïque de 36 kW crête et un parc éolien de plusieurs dizaines de mégas. En fait, dès que vous avez des projets relativement conséquents, en termes de financement particulièrement, il va falloir créer une nouvelle société parce que tout simplement les banques ne voudront pas mélanger les risques portés sur différents projets. Donc si vous avez une petite société avec plusieurs toitures photovoltaïques, elles vont avoir des risques très similaires avec des montants qui ne sont pas énormes à chaque fois. Et donc la banque va être OK pour qu'il y ait un seul véhicule juridique qui permette de financer tous ces projets. Par contre, dès que vous arrivez sur des beaucoup plus gros montants avec des risques très différents, les risques de l'éolien, c'est pas du tout les mêmes que le photovoltaïque, que l'hydro, que la biomasse, etc. Là, il va falloir créer des sociétés de projets dédiées. Et donc, c'est intéressant parce que ça permet en plus de mettre d'autres acteurs autour d'une table. Dès que vous avez des gros montants, vous allez chercher d'autres investisseurs. Et là, on revient sur la partie investisseurs financiers, investisseurs industriels. C'est aussi la possibilité d'aller associer d'autres acteurs qui vont pas forcément prendre des parts dans votre société citoyenne, mais par contre, qui peuvent, avec vous, prendre des parts dans une société de projet. Je vais beaucoup parler ce soir et ça va pas être très intéressant si ça répond pas trop à vos questions, donc n'hésitez pas du tout à m'interrompre. Ça va être un peu plus compliqué pour moi de vérifier le chat à chaque fois, du coup, n'hésitez pas à prendre la parole. Les investisseurs publics peuvent prendre des participations dans la SPV? Complètement, on va y venir, mais absolument, ça peut être autant public que privé, semi-public, où on va voir toutes les nuances là, mais oui. En particulier, il y a, alors on va en parler juste tout à l'heure, mais dans les sociétés de droit privé, donc une société commerciale, il y a une dérogation qui fait que les collectivités ont le droit de prendre des parts dans celles qui font de la production d'énergie renouvelable. Donc on est tout à fait sur le bon créneau dans les SAS. Voilà, une présentation rapide. J'ai une
Si, on va y venir. Du coup, je fais un rappel quand même. Je ne sais pas où vous en êtes du tout. Je suis désolée de tous les éléments que vous avez eus du réseau et de l'énergie citoyenne. On est d'accord que ici, ce soir, on parle d'énergie citoyenne au sens du label d'énergie partagée. Donc, ce label, il s'appuie sur les 5 piliers que vous avez sous les yeux. Et il y a bien sûr les valeurs et les objectifs de votre collectif. Mais si vous souhaitez participer au mouvement de l'énergie citoyenne, c'est aussi ces piliers-là qui sont à respecter dans la construction de votre société, dans les interactions que vous allez avoir avec les acteurs du territoire, bien sûr aussi. Mais il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de comment vous créez votre société. Donc, l'intérêt territorial, c'est l'idée que les acteurs locaux ont une présence euh, euh, non négligeable dans les décisions du projet. Donc les acteurs locaux, bien sûr, c'est vous, les citoyens, c'est les collectivités, c'est éventuellement des entreprises publiques locales, ce genre de choses, qui sont suffisamment représentés pour avoir un vrai poids dans les décisions. La gouvernance est partagée, c'est-à-dire que tous les acteurs de la société peuvent participer à la gouvernance. Ça met en place une dynamique locale, donc on va aller chercher des ressources localement, des entreprises locales, de la main, des produits locaux, etc. La finance est éthique et citoyenne, puisqu'on va aller mobiliser de l'épargne sur le territoire. Et ça va être très transparent, c'est le principe d'une finance éthique. Et bien sûr, le projet s'inscrit dans une démarche écologique pour ne pas avoir minimisé les impacts sur l'environnement. Voilà, vous connaissez peut-être ce label. Sachez que pour être labellisé, il y a une démarche qui peut être très simplifiée à faire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est délivré au projet une fois qu'ils sont identifiés comme répondant à ces 5 piliers via vos animateurs Géclair, donc n'hésitez pas à nous demander. Et juste une question, enfin, c'est quoi l'intérêt, entre guillemets, Oui, je comprends. Bien sûr. ça amène quoi vraiment un label? Alors, la gloire, on est d'accord. Ok. C'est pas ça qui va nous changer la vie. L'intérêt majeur pour tout le mouvement d'énergie partagée, c'était de montrer, d'avoir quelque chose de clair pour dire la spécificité des projets d'énergie citoyenne. C'est-à-dire qu'il existe beaucoup de projets qui vont faire, par exemple, du financement participatif, où ils vont aller chercher des emprunts auprès des citoyens. Mais ceux-là, ils ne donnent pas de place dans la gouvernance aux citoyens. Donc, nous, on veut se démarquer en disant, ce ne sont pas des projets d'énergie citoyenne. Les nôtres, ils donnent une place à la gouvernance citoyenne. Donc, il y a un très gros enjeu de définir les projets d'énergie citoyenne et du coup d'être reconnus comme avec des spécificités particulières, avec l'objectif, on espère un jour, que ça permette de différencier ces projets aux yeux des financeurs, aux yeux... Je donne un exemple tout simple, mais la région Grand Est, dans son programme Climaction, fait des subventions pour les projets citoyens. Et la définition qu'elle a prise pour les projets citoyens, c'est de respecter ces 5 piliers. Elle n'a pas écrit label énergie partagée, mais elle a cité très exactement les 5 piliers du label. Donc c'est un peu une victoire pour nous, ça veut dire que vraiment ça a du sens pour eux de différencier ces projets labellisés. D'accord. Il y a tout un enjeu de plaidoyer au niveau national, bien sûr, hein, d'essayer de donner des avantages aux projets d'énergie citoyenne, d'où la définition nécessaire pour dire bah, c'est ces projets-là qui sont intéressants. Et ça répond aux 5 critères de Climaction. Donc, est-ce que ça simplifie la démarche ou à partir du moment où c'est labellisé, Climaction dit OK, ça répond aux 5 piliers, Oui, ça de toute façon. Ce qu'il y a, c'est que parfois on demande les projets avant d'être labellisés, donc ça peut. Mais en fait, les chargés de mission Climaction qui évaluent les dossiers, ils sont en lien avec les animateurs Géclair. Donc en fait, ils nous demandent s'ils ont des doutes. C'est très pratique. OK. Ça permet nous de. Mais en général, ils vont se baser. Les dernières demandes que j'ai vues passer, on avait envoyé les statuts de la société et voyant que c'était une coopérative d'énergie citoyenne, la question ne se pose plus pour les instructeurs du dossier. Ils disent ah bah oui, c'est pas de problème. N'hésitez pas à vous référer à vos animateurs Géclair. Et aussi, alors tiens, c'est juste une parenthèse, mais si vous avez des refus des chargés de mission Climaction, tournez-vous vers nous. Il y a eu des mauvaises interprétations des dispositifs existants, donc n'hésitez pas, on fait des relances s'il y a des problèmes. Mais bon, c'est une parenthèse, ça n'a rien à voir. Alors, une fois qu'on sait ça pour la société et puis pour les spécificités de l'énergie citoyenne, il faut savoir qu'il y a des possibilités de se simplifier la vie pour créer une société
ou pas, justement, parce que là, on va aborder la question que vous posiez. Il y a des modèles qui existent pour créer une nouvelle société. Donc, Énergie partagée, qui rassemble plus de 400 projets, qui ont tous mis en commun tout ce qu'ils avaient fait, leur statut, leur modèle économique, tout ça, a fait ce centre de ressources tout à fait extraordinaire. Donc, en étant adhérent à Énergie partagée, attention, seules les personnes morales peuvent être adhérentes. Donc, vous devez être déjà structuré en société, c'était le point que je disais tout à l'heure. En étant adhérent, vous pouvez avoir alors, accès à des modèles de statut. C'est là où on en vient au serpent qui se mord la queue. Tant qu'on n'a pas d'existence juridique, on ne peut pas être adhérent, on ne peut pas avoir accès au modèle, on ne peut pas créer sa société. C'est là où nous intervenons et nous vous fournissons très volontiers les modèles de statut, par exemple, ou de toutes les informations sur la société que Énergie partagée peut proposer. La présentation de ce soir se base très clairement sur, je l'ai dit, un atelier du mouvement Énergie partagée créé par Éclair. Ça, c'est des choses qu'on vous partage sans aucun problème quand vous en avez besoin. Il est possible aussi de s'appuyer sur les ressources des centrales villageoises. Donc, l'association des centrales villageoises, qui regroupe aujourd'hui plus de 70 projets, c'est une association nationale qui s'est basée sur un modèle très, très centré sur les citoyens et les collectivités. Donc, centrale villageoise plutôt en zone rurale, comme le dit son nom, et plutôt porté à très grosse majorité par les citoyens et les collectivités. Ce sont des projets d'énergie citoyenne qui ensuite suivent une boîte à outils extrêmement détaillée dans laquelle vous trouverez entre autres des modèles de statut et du coup des modèles de statut très normés où vous avez juste quelques petits trucs à changer. Il y a moins de réflexion à faire autour des statuts, mais ça va aussi beaucoup plus vite. Donc, les centrales villageoises proposent, demandent alors d'adhérer, bien sûr, et puis elles ont un petit comité de sélection pour confirmer que l'esprit de votre projet correspond à leur charte, et donc ils vous demandent de signer la charte des centrales villageoises. Et à partir de là, vous rentrez dans l'association des centrales villageoises et vous pouvez du coup utiliser tous ces outils qu'ils ont à disposition, dont des modèles de statut. Donc Est-ce que vous Oui. pourriez redonner s'il y a un coût, notamment d'adhésion, le montant? Oui, il y a un coût d'adhésion. Est-ce que je peux vous le redonner? Non, pas tout de suite. Énergie partagée, c'est 50 € par collectif en émergence. Centrale villageoise, c'est un peu plus, je crois, mais pas beaucoup plus sans doute. Je note la question et j'y répondrai parce qu'il faut que j'aille juste chercher la grille de tarifaire, mais c'est une très bonne question, je n'ai pas pensé à la mettre. Je ferai, je vous partagerai ces infos. L'autre atout, que ce soit dans pardon, parenthèse, pas parenthèse. Les centrales villageoises font partie du mouvement Énergie partagée. Elles s'inscrivent pleinement dans le mouvement national. Énergie partagée, c'est un mouvement avec plusieurs structures, mais en particulier une association. Et du coup, c'est pas contradictoire de choisir l'un ou l'autre modèle. Il y a même des modalités de double adhésion centrale villageoise et énergie partagée. L'idée n'est pas du tout d'avoir des choses opposées, mais bien au contraire, des complémentarités. Donc, s'il faut schématiser très grossièrement, Énergie partagée va vous fournir des outils qui seront pour beaucoup plus de modèles différents de projets, mais a du coup beaucoup plus travaillé pour l'adapter à votre projet, alors que les centrales villageoises vont être très majoritairement des projets de grappes photovoltaïques en toiture, donc des modèles adaptés à de la zone plutôt rurale avec un très fort ancrage territorial avec les citoyens et les collectivités. Ça vous présente à peu près, n'hésitez pas s'il y a des questions. Et j'en viens au dernier point qui a donc été déjà évoqué du côté de Bayon, c'est de ne pas créer une société de projet. Parce que c'est une démarche qui est longue, qui est un peu coûteuse, et qui nécessite par la suite de faire vivre une société. Et faire vivre une société, ça a également un coût. Du coup, il y a vraiment une grosse question à se poser. Est-ce que c'est vraiment la peine de recréer encore quelque chose alors qu'il existe déjà des voisins, d'autres structures qui font la même chose que nous? Peut-être pas chez nous aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut s'allier pour essayer de ne pas réinventer la poudre à chaque fois qu'on fait un projet? À quel coût vous faites allusion là, pour les coûts de faire vivre une société? Le truc de base le plus simple, c'est qu'il faut un comptable pour déposer les bilans chaque année. Et ça peut être 2 000 à 2 000 € par an. Ça peut être des très gros coûts quand on n'a pas encore de structure en production et même des coûts difficiles à amortir avec une ou deux toitures.
Le Il est- comptable, c'est pas à partir d'une certaine somme ou... Non. Non. Vous pouvez le faire tout vous-même, il y a, je crois, pas d'obligation absolue, mais je ne connais pas de collectif qui arrive à se débrouiller eux-mêmes sur la comptabilité. Oui, mais au début, parce que la question, enfin, peut-être ça avance un peu, mais comme il y en a qui passent d'abord par une assos, et puis une fois que tout est prêt, paf, ils passent à la société, ils récoltent et ils financent tout de suite. Le délai est très... Mais il y en a d'autres qui commencent directement en collectif, et pendant 1 ou 2 ans, Oui, finalement, oui. il n'y a pas forcément de besoin d'argent, il n'y a pas encore de projet lancé, et donc en gros le budget sur la première année ou les 2 premières années est relativement léger, on va dire. Oui, mais difficile. Enfin, mais ce ne sont que des pertes, parce qu'il n'y a pas de revenus pour les couvrir. Euh, il y a la question qui se pose des premières années, tant qu'on n'a pas de revenus et qu'il y a des coûts à la société, ça c'est une chose. Mais même pour les années suivantes, quand vous avez les premiers projets de production, il y a vraiment la question de la masse critique de projets qui vous permet d'équilibrer le budget d'une société et qui justifie d'en créer une. Parce qu'avec deux toitures de 36 ou 50 kilowatts crête, vous n'arriverez pas à faire vivre une société. D'accord. Euh, j'ai pas de chiffres exacts à donner, vous pensez bien que ce serait trop simple. Mais si vous voulez être tranquille, visez 500 kilowatts crête pour, euh, comme première grappe de projet. Pour vous dire que la vente de l'électricité et donc les bénéfices de chacun des projets vous permettront de financer les coûts de structure. Ça peut être, donc, on a dit le comptable, ça peut être, enfin, il y a aussi des choses simples qui sont les pertes que vous pouvez avoir sur du développement qui ne fonctionne pas, qui n'aboutit pas. Si vous faites des études de structure qui sont négatives, qu'il n'est pas possible de développer le projet, vous avez perdu de l'argent et il faut assumer cette perte d'argent sur les bénéfices que vont faire les autres projets. Faut combler ces bénéfices si on veut, ces pertes si on veut être équilibré. Donc, il y a un gros enjeu à trouver la taille critique qui permettra de faire un projet. J'ai aussi un autre conseil, mais qui n'est pas forcément valable pour tout le monde, hein, encore une fois, mais l'échelle d'une commune, c'est a priori, alors ça dépend de la taille de la commune, bien évidemment, je ne parle pas de Strasbourg, ni de... Épernay, typiquement, est une très grosse commune et la question enfin, ne va pas se poser à cette échelle-là. Mais sur une commune rurale, ça va être déconseillé de créer une société de projet juste pour ça. Simplement parce qu'il faut trouver et des sites potentiels suffisants en suffisamment grand nombre et suffisamment de citoyens pour participer, pour faire vivre le projet. Donc, a priori, sur de la toiture photovoltaïque, une commune, c'est un peu petit. Euh, mais j'ai des contre-exemples. Donc, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais voilà, réfléchissez bien avant de créer cette société. Et effectivement, comme vous l'indiquez, il est possible de céder des voisins du réseau. J'ai mis là quelques exemples de sociétés qui ont créé des groupes locaux. L'exemple peut-être le plus parlant, c'est Énergie Partagée en Alsace, qui est donc une coopérative dans le Haut-Rhin. Et c'était un des premiers projets en Alsace, ils étaient trois à leur époque, et il n'y avait personne dans le Haut-Rhin. Du coup, ils sont allés chercher des projets à droite à gauche, et ils en ont fait sur beaucoup de territoires très différents. Euh, donc aujourd'hui, ils se retrouvent avec des toitures à plein d'endroits différents, et c'est difficile d'avoir un ancrage local réel. Du coup, ils ont commencé à faire des groupes locaux, en essayant de trouver des bénévoles localement, qui sont les porteurs de l'activité, du réseau, qui ont les liens avec tous les acteurs du territoire, etc. Et par contre, il n'y a qu'une seule coopérative qui est Énergie Partagée en Alsace. Donc, ces groupes locaux peuvent avoir la forme d'associations, mais peuvent être même des collectifs informels. Et ils viennent s'appuyer sur la coopérative dès qu'il y a besoin de faire des investissements. Euh, c'est une façon très rapide de monter un collectif, parce que du coup, ça demande très peu de travail juridique. Et par contre, ça demande un gros travail, et donc là, c'est bien ce que j'ai inscrit, de répartition des tâches, pour être sûr que vous êtes clair sur qui fait quoi, quel est le rôle du groupe local, qui est identifié en tant que tel, qui est l'acteur du territoire, quel est le rôle de la coopérative, et que soit on ne se marche pas sur les pieds, soit il n'y a pas des choses qui soient passées à la trappe. Et puis peut-être pour compléter, c'est que
En fait, la coopérative existante a des règles de fonctionnement, des taux de rémunération, et comme c'est qu'une seule coopérative, elle mutualise le risque, les bénéfices et les risques. Donc pareil, on peut pas choisir. Il faut que notre projet soit quand même un peu rentable pour qu'ils acceptent. Je suis pas sûr que ces acteurs-là acceptent tous n'importe quel projet. Il faut que ça rentre dans leur stratégie. Et puis deuxième élément, c'est effectivement que nous, on rentre dans des règles aussi de la coopérative, quoi. Donc il faut qu'il y ait adéquation entre le projet, notre projet et puis les règles de la coopérative, voilà. Et ce qui est intéressant dans la façon dont vous en parlez, c'est que forcément au début, il y a nous et vous, il y a nous et eux. Et la grosse question, elle est comment se fait ce lien entre à quoi on appartient. Et parce que les règles de la coopérative, absolument, vous devez y adhérer. Sauf que vous pouvez aussi aller au conseil d'administration et proposer de changer ces règles. Parce que vous serez pleinement sociétaire de la coopérative. Et du coup, se pose vraiment, et c'est très difficile, je pense, dans un premier temps, il y a des jalons, enfin, des marques à prendre au début, de trouver l'interaction qui permet de se sentir chez soi dans cette coopérative et en même temps d'avoir cet ancrage local plus fort par un collectif qu'on a monté soi. J'ai une remarque toute bête juste pour compléter, c'est que typiquement le nom peut poser problème parce que vous voulez avoir le nom de votre territoire dans le nom de la société. Du coup, quand vous dites que la coopérative bidule va aller investir sur le village truc, ça peut poser problème. En échangeant avec Thomas, il évoquait aussi une solution de se rapprocher d'Enercop qui pourrait. C'est énergique en fait, hein. C'est énergique. Ouais. Ah, Du c'est coup, énergique, je les ai oui, indiqués là bah, aussi. C'est ok, oui, Enercop d'accord. Nord-Est, tu vois. Donc Ouais. c'est Oui, ça, en bien fait, sûr. c'est le Oui, schéma je là, l'avais ouais. pas vu en tout petit, ouais. Alors, oui, et Enercop Nord-Est, qui est qui s'appelle aujourd'hui Énergie. C'est un peu compliqué parce que c'est pas complètement ça, mais euh, euh, c'est une coopérative qui existe depuis très longtemps, qui a beaucoup d'activités, dont des projets d'énergie citoyenne. Pour l'instant, ils sont plutôt implantés d'abord sur la Champagne-Ardenne, et même plutôt sur les Ardennes. Mhm. Mais ils ont participé au projet de photovoltaïque au sol à Toul, donc c'est tout à fait imaginable d'aller plus loin. Par contre, ils n'ont pas encore ce fonctionnement de groupes locaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acteurs ou peut-être une personne peut-être dans une commune, mais c'est des toits qu'ils ont identifié, eux, la coopérative. Et je dis eux parce que pour le coup, ils ont des salariés. Donc ils ont du temps passé à aller aller chercher des sites potentiels, à aller développer les projets. Et du coup, il y a tout un travail à faire avec eux sur si vous souhaitez ce modèle-là, comment est reconnu votre groupe local, votre collectif, au sein d'Énergique ou en lien avec Énergique. Donc ça demande de faire évoluer peut-être soit de faire évoluer leurs pratiques, soit de trouver des modalités avec ce qu'ils font aujourd'hui qui vous conviennent pour que vous ayez, vous, votre place suffisante au sein du projet. Parce que dans la répartition des tâches, aujourd'hui, Énergie qui font tout de A à Z. Donc il faut voir comment vous voulez y trouver votre compte. Après, Oui, autour de Bayon, c'est il y un a peu. d'autres collectifs peut-être. Là, je connais trop mal les collectifs en Lorraine. Mais il n'y a pas de. Je crois pas en Lorraine qui est une coopérative qui fait un peu le rôle Non, d'énergie, quoi, hein. mais je vais continuer dans mes exemples. Les centrales villageoises du pays de Saverne, qui se sont créées sur le PETR du pays de Saverne Plaine et Plateau, a commencé uniquement sur la Comcom du pays de Saverne. Ils se sont appelés centrales villageoises du pays de Saverne, du nom de la Comcom. Sauf qu'aujourd'hui, l'idée, elle était bien de faire surtout le PETR, et il y a des gens qui étaient intéressés sur la Comcom d'à côté. Et du coup, ils ont créé un groupe local sur la Comcom d'à côté, parce qu'ils avaient quelques bénévoles intéressés et parce que ces bénévoles-là, ils ne voulaient pas recréer toute une structure juridique. Donc c'est aussi possible de prendre un collectif qui existe pas loin à côté, par exemple, et de dire, si ça vous va, on bosse ensemble, on fait un groupe local. Pas besoin qu'ils le soient déjà sous cette forme-là, quoi. Il faut modifier sans doute leur statut, il faut travailler votre. Donc nous peut-être en fait on a été accompagnés par les centrales villageoises du pays du Saintois qui sont Oui, nos voilà. voisins. Oui, tout à fait. Et donc et puis en plus il y a un croisement. Enfin, Bayon est à 3 kilomètres de la Comcom en fait. On est vraiment limitrophes, quoi, hein. Et donc c'est vrai que se pose la question de rejoindre ce collectif et donc d'élargir le territoire par contre. Voilà. Ça, c'est tout à fait une C'est une des possibilité. pistes aussi, quoi, possible, Ouais. hein, voilà, parmi plusieurs, quoi. Ce qui paraît, enfin, je n'ai pas compris. Je crois que vous aviez plusieurs lieux possibles, mais vous avez une idée un petit peu de la puissance que ça pourrait représenter, parce que ce que vous disiez,
500 kilowatts crête un peu en seuil pour créer une société, c'est quand même assez conséquent déjà. Oui, c'est-à-dire que c'est rare qu'on trouve un projet de 500, on est bien d'accord, hein. Ça veut dire Ouais. que c'est de trouver plusieurs toitures qui vous permettront d'avoir au total au moins 500 kilowatts crête. Oui, parce qu'en fait, nous, en fait, c'était la question qui se pose finalement dans ce que vous soulevez, c'est est-ce qu'il faut accumuler plusieurs potentialités? Voilà. Et puis après, une fois qu'on a tous ces potentialités pour arriver à plusieurs centaines de kilowatts, voilà, dans les collectifs que je connais bien dans le sud des Vosges, ils sont autour de 200 kilowatts. C'est à peu près la dimension de leur projet. Et ensuite, on se lance parce que nous, en fait, on était parti dans une dynamique, comment dire, communale avec une possibilité des toits disponibles, enfin, quelque chose d'assez positif. Mais ce qui avait été évalué, c'était 70 kilowatts crête. Voilà. Là, je suis absolument catégorique. Vous ne ferez pas vivre une société avec 70 kilowatts crête. Après, je conçois bien que ce sera le premier projet et que vous envisagez d'en faire d'autres par la suite. Mais il y a une chose toute bête à laquelle on peut se heurter, c'est que pour votre premier projet, vous allez essayer de collecter de l'épargne sur le territoire. Et donc, vous allez devoir montrer un business plan aux gens pour leur dire, bah voilà comment ça se passe, vous investissez et on va gagner tant. Et du coup, ça vous permettra de... Et ça n'est pas possible de faire un business plan équilibré avec 70 kilowatts crête aujourd'hui. C'est très intéressant parce que, et merci, hein, dans les premières réunions qu'on avait fait avec l'ALE, il y avait quand même cette notion de dire commencez petit et vos premiers projets vous permettront aussi de démontrer votre capacité à faire et d'aller demander des financements complémentaires aux banques, à d'autres. Mais si on ne peut pas créer l'outil juridique, alors on revient sur le serpent qui se mord un peu la queue. Oui. Oui, mais j'entends. On n'a pas de solution miracle, on est d'accord. D'accord. Non, mais mais vous avez raison. En fait, on se dit, il faut y aller, et puis on va avoir des gens qui vont... Typiquement, vous aurez beaucoup plus de sociétaires qui vous rejoindront le jour où vous leur présenterez une toiture photovoltaïque sur un toit. Donc, c'est pareil, ça se met là qu'il faut trouver des sociétaires pour faire la première toiture, mais tant qu'on n'a pas de toiture, on n'arrive pas à les trouver. Enfin, oui, mais ce qui est assez clair, c'est que même si vous commencez par un premier projet, il faut que vous en ayez d'autres en vue pour avoir au moins, je vous dis, un modèle économique qui tient un minimum la route. Et j'insiste aussi sur le fait que les choses changent assez vite aujourd'hui et les tarifs enfin, le modèle économique très classique de tarifs de vente en obligation d'achat pour la totalité est de plus en plus difficile à tenir. On a de plus en plus de mal à dégager une marge suffisante sur nos plutôt petits projets. Donc, il y a l'évolution toute simple dans ces dernières années de la situation du modèle économique de nos projets, où c'est de moins en moins rentable. Mais il y a aussi le fait que même pour faire ce premier projet, il faut que vous en ayez d'autres dans le pipe, hein, mais pour que votre modèle il puisse tenir la route et vous puissiez le présenter pour qu'il ait suffisamment de solidité pour que vous ayez des investisseurs qui viennent. Après, si vous êtes ça va encore dépendre de chaque situation. Je suis désolée, hein, des réponses de Normand que vous faites à chaque fois, mais si vous êtes 50 personnes, si vous trouvez 50 personnes dans votre commune autour de vous qui sont prêtes à mettre 5 000 € chacune pour un projet parce qu'elles y croient et que c'est pas très grave s'il faut attendre plus pour avoir de la rentabilité, eh ben ça marche. Mais si vous visez des investisseurs type une SEM qui va regarder votre modèle économique parce que voilà, ils ont besoin de savoir s'ils mettent pas de l'argent n'importe où, si vous voulez travailler en partenariat avec la commune qui, bon, elle est un peu plus pointilleuse et d'ailleurs ils ont un comptable dans l'équipe machin. Enfin, du coup, vous allez tout de suite arriver sur des questions économiques un peu touchy qui sont c'est quoi le taux de rentabilité de votre projet? Et si vous êtes sur une toiture de 70 kW, non, ça, il n'y a vraiment pas de possibilité. Donc, il faut au moins avoir ces possibilités futures dans votre modèle économique, même si ce n'est pas les projets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui. J'avoue, en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est pas rentable et qui peut nous aider justement à affiner le modèle économique. Votre animatrice du réseau GECLAIR, bien sûr. D'accord. Typiquement, ça fait partie des outils que Énergie Partagée propose. Il y a un magnifique modèle de business plan pour faire ces projets-là. Si vous avez, je ne sais pas si vous avez l'habitude des modèles dans les collectivités, mais on n'est pas sur les mêmes coûts. On a vraiment des coûts de structure qui vont être conséquents.
J'en viens à ces 1 000 € de comptable, ça peut paraître ridicule, mais en fait, quand votre toiture, elle fait 2 000 € de bénéfices par an, ben, si vous devez payer 1 000 €, pardon, 2 000 € de chiffre d'affaires par an, si vous devez payer 1 000 € de comptable, vous ne vous en sortirez jamais, parce qu'il y a les charges, il y a le remboursement de l'emprunt, il y a tout ça. Je vais un tout petit peu couper court, parce que sinon on va passer des heures sur la question des modèles économiques, et que c'est pas la question ce soir, mais je note que ça peut être utile de faire un petit point plan d'affaires. Euh, je, je, je veux pas plomber en disant il faut pas faire les projets, mais on est dans des conditions économiques aujourd'hui qui sont très très serrées. Et tout le monde parle d'aller sur l'autoconsommation collective, qui n'est pas plus simple, parce qu'il faut trouver aussi un modèle économique en vendant de l'électricité moins cher que ce que les gens trouvent sur le réseau, et c'est pas facile non plus. Donc très clairement, il faut quand même un peu peser les chiffres avant de créer sa société. En fait, ce qu'il faut qu'on voit, c'est on n'a pas fait ce travail encore hein, de dimensionner. On a 2 toitures avec 2 prédimensionnements de centrales solaires sur toiture. Il faut qu'on n'a pas regardé encore avec les tarifs d'achat aujourd'hui hein, qui ont baissé, qui vont bouger un peu, mais même pas. Non, ça va pas trop bouger. Enfin voilà, ça va à la baisse. Voir si c'est rentable ou pas. En fait, on n'a pas fait encore ce travail-là, quoi. Hein. Et Euh, effectivement, il faut qu'on prenne en compte les charges fixes d'une société. Voilà. c'est possible de le faire de façon très schématique. Après, Typiquement, on les peut. centrales villageoises, ils ont un petit modèle de business Ouais. plan très rapide qui vaut ce qu'il vaut, parce qu'il n'y a pas tous les éléments qui sont pris en compte. Donc, dans un premier temps, ça permet de faire des estimations. Mais Mais c'est vrai que c'est un travail à faire tout au long du projet. Dès qu'on a plus d'informations, bah, on détaille plus son plan d'affaires et on voit comment ça passe. Mais si vous voulez collecter de l'argent, il faudra être crédible. Et si vous voulez aller, tout simplement, si vous voulez chercher un prêt à la banque, ils oui, vous en oui. donneront pas sur une toiture de 70 Non, mais c'est kW clair. avec une société à finance. Après, en fait, il faut qu'on fasse ce travail-là pour ensuite, bah oui, voir un peu, voilà, ça passe pas du tout. Et puis, ça aide aussi dans le choix aussi du modèle. Est-ce qu'on grossit tout seul? Est-ce qu'on se sent prêt d'aller chercher 200, 300, 500 kilos? Ou alors, on se rapproche de quelqu'un d'autre qui est plus simple, quoi, voilà. Hein, ça rejoint après le juridique quand même. Les deux sont liés, quoi. Hein. Oui, oui, non, mais bien sûr, c'est pour ça qu'on a Financier, abordé le juridique. sujet, C'est pour ça clairement. qu'on Et a un peu c'est, dévié, mais c'est bien. Enfin, c'est oui, oui, intéressant. oui. Non, non, mais c'est Ça pas du tout permet la d'affiner un peu, justifier. quoi. C'est juste que je vais pas pouvoir ce soir vous faire un Bien modèle sûr, hein. économique Bien de sûr. projet citoyen, mais on sait bien, on a bien conscience que c'est un besoin. Sur cette histoire de groupes locaux, est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou retours Là, j'ai un peu fait le tour des ressources, du coup, enfin, des modèles que vous pouvez suivre pour monter une société. Et je voudrais en venir à la forme juridique des sociétés. Alors, quelle forme choisir? Grosse question. En fait, il n'y a pas il y a pas beaucoup de choix. Donc, juste pour vous expliquer comment ce choix peut être fait. Là, j'ai fait, alors c'est pas tout à fait exhaustif, mais j'ai fait quand même une espèce de liste de la plupart des formes juridiques existantes. Euh, donc, SPL, il y a c'est des acronymes barbares, mais vous avez toutes les descriptions à côté. SEM, SARL, SA, SAS, SIC, COP, SCOP, COP Loi 47, et j'ai même rajouté un truc qui va pas vous intéresser, mais qui est l'association coopérative. Il y a personne de Moselle ici, hein. Non, Bayon, c'est pas en Moselle. En droit local qui permet aussi de faire le projet. Mais voilà, pour vous dire que c'est un bon échantillon de ces différentes sociétés. Et ce qu'on différencie, ça va être SPL et SEM, qui sont des sociétés publiques, du reste, qui sont des sociétés commerciales, sauf la dernière, qui est une association. Alors, qui peut. Alors, la question qui était posée tout à l'heure, est-ce que les collectivités peuvent participer? Dans les sociétés publiques, évidemment, oui, même à 100% pour une société publique locale. Donc, une société publique locale, c'est très simple, c'est que des collectivités. Donc, très simplement, on peut dire que si vous êtes au moins un citoyen, c'est pas la peine d'aller vers ce modèle-là. Donc, on peut l'éliminer. La société publique locale, ce ne sont que des collectivités. La SEM, c'est 51 à 80%, 85% du capital qui est détenu par les collectivités. Donc on est sur une majorité détenue par les collectivités. C'est une possibilité de faire un projet, mais ça veut dire que c'est la collectivité qui est majoritaire dans le projet. Dans une SARL, on ne peut pas mettre de collectivité, c'est interdit. C'est pareil, j'aurais tendance à éliminer pour cette raison la SARL, parce que, a priori, vous serez amené à associer des collectivités à vos projets. Et ensuite, dans les SA et SAS, effectivement, la collectivité
la collectivité peut être présente à moins de 50% du capital, sinon on est obligé de passer par une SEM. Et du coup, vous pouvez les associer. Ensuite, la SIC et la SCOP et la COP Loi 47, on va en parler par la suite, elles vont suivre les autres modèles. J'ai pas la réponse pour l'association coopérative de droit local, mais comme ça vous intéresse pas, on s'en fout. Les contraintes de sociétariat, parce qu'il y en a. Bah, du coup, dans les SPEL, c'est que 100% des sociétaires doivent être des collectivités. Dans les SEM, plus 50% doivent être des collectivités. Pour une SARL, il faut un 100 sociétaire, mais je vous propose de plus en parler parce qu'elle ne nous intéresse pas. Pour les SA, société anonyme, il faut au moins 2 sociétaires au départ. Pour les SAS, société par action simplifiée, il n'y a aucune contrainte. Alors, la SIC est une couche que l'on rajoute à une société qui peut être une SARL, une ESA ou une ASAS. Donc en fait, si vous voulez être une société coopérative, vous allez d'abord être une société commerciale de type SARL, SA ou SAS. Ça vous parle? C'est clair? Donc en général, là j'ai l'exemple en tête, c'est Bélénos, un collectif d'Alsace, est une SAS SIC. Donc on est 2 choses à la fois, mais on ne peut pas être SIC tout seul. Donc la SIC, elle va juste suivre les règles de la société, de la forme juridique qu'elle suit. Donc si vous avez une SAS SIC, vous n'avez aucune contrainte de sociétariat. La SCOP, on va pouvoir l'éliminer tout de suite parce qu'il faut au moins qu'il y ait 50% des salariés de la coopérative qui soient dans la société. Or, a priori, on commence tous sans salariés. Donc une SCOP, c'est une société de salariés, ça ne nous intéresse pas. Et la COP Loi 47, alors c'est un peu particulier, c'est la forme de coopérative qui a été mise en place en 1947 par la loi sur les coopératives, qui est une forme très archaïque de coopérative, et j'y viendrai par la suite, elle est a priori peu adaptée à nos projets. Mais pourquoi pas aujourd'hui, de plus en plus. Ce qui est en fait la contrainte dans le sociétariat, c'est que 80% de l'activité doit bénéficier aux sociétaires. Donc, si votre activité, c'est de produire de l'électricité, 80% de cette électricité doit être vendue à des sociétaires. Donc, si par hasard, vous voulez faire de la vente à EDF-OA, il faut que EDF-OA soit votre sociétaire chez vous. Sinon, ça ne peut pas être une coopérative loi 47. C'est un peu, du coup, extrême comme ça, mais si par contre, vous vous lancez dans de l'autoconsommation collective, c'est complètement différent et vous pouvez tout à fait avoir 80% de l'activité qui bénéficie aux sociétaires. Donc, ça peut être imaginable dans ces cas-là. Mais sachez que ça bride quand même pas mal la possibilité de vendre son électricité à n'importe qui. Donc, maintenant, on peut passer un peu plus vite parce qu'on en a éliminé déjà quelques-unes. Les SPL, on les a éliminées. La SEM, elle a une contrainte minimum de capital de 150 000 euros. Il n'y a pas de contrainte pour la SARL, la SA. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça vous permet de voir les contraintes que ça amène. Donc, une SA au moins 37 000 euros. Pas de contrainte pour la SAS. La SIC et la SCOP, ça va dépendre, mais on s'en fiche de la SCOP. Et la COP Loi 47, je ne sais pas. Comment sont dirigées ces sociétés? Une SEM, c'est dirigé comme une ESA, c'est-à-dire avec un président et un conseil d'administration, ou bien un directoire. Attendez, excusez-moi. Pardon, oui, ou bien un directoire. Voilà, on peut continuer à détailler, mais la SARL, on a dit que ça ne nous intéressait pas tellement. La SAS, il faut au moins un président, c'est obligatoire. Et après, ça va dépendre des sociétés sur lesquelles vous vous basez. La COP Loi 47 a besoin d'un conseil d'administration. Alors, ça, c'est un point un peu important, mais qui finalement est réglé pour toutes les formes dont on a parlé jusque-là. C'est la responsabilité des sociétaires. Si par hasard, vous faites des gros investissements et puis que ça ne marche pas, vous n'arrivez pas à vendre votre électricité par exemple, vous n'arrivez pas à rembourser vos prêts, vous faites faillite. Dans une SARL, une SA ou une SAS, les sociétaires vont perdre l'argent qu'ils ont investi. S'ils ont mis 100 euros, ils auront perdu 100 euros. Ça fonctionne comme ça. Par contre, et c'est uniquement pour l'association coopérative de droit local, vous pouvez avoir des responsabilités illimitées où si la société fait faillite, eh ben, vous devez rembourser la société jusqu'à ce qu'elle ait remboursé toutes ses dettes. Et donc potentiellement sur vos fonds à vous, personnels. Donc c'est un gros point bloquant, c'est-à-dire que si on fait une grande collecte d'épargne auprès des citoyens, a priori, on ne veut pas les mettre en risque de devoir rembourser de l'argent qu'ils n'auraient pas apporté. Mais dans les sociétés dont on a parlé jusque-là, pas de souci, ils ne sont responsables qu'à hauteur de leur rapport.
Le point très important sur les questions de gouvernance va concerner, donc dans la gouvernance des SEM, c'est les collectivités qui ont la moitié des voix. Dans les SA, SARL et SAS, c'est défini dans les statuts, donc à écrire. Et par contre, pour les SIC et les SCOP et les COP et les associations coopératives, peu importe, être une coopérative implique que chaque personne qui a un nombre indéterminé de parts dans le projet a une voix. Donc, c'est très important de se dire que la différence majeure d'une coopérative, c'est chaque personne qui a des parts a une voix, pas plus, pas moins. C'est un fondamental de la coopérative. Je rentre un peu dans un détail technique. Si vous voulez collecter de l'épargne localement pour aller financer des installations en collectif, vous allez devoir faire une offre au public de titres financiers, une OPTF. Une offre au public de titres financiers est très réglementée parce qu'on ne veut pas que les citoyens soient arnaqués par des entreprises qui font des soi-disant levées d'épargne et qui ne vont jamais récupérer leurs sous. Donc, il y a l'autorité des marchés financiers qui régule tout ça et qui a sorti une directive, qui a appliqué la directive Prospectus de l'Europe. Et donc, il est aujourd'hui autorisé de faire des offres au public de titres financiers pour des SA, mais pas pour des SARL et des SAS, sauf si vous faites de la production ENR dans le cadre des SAS. Donc, sachez-le, si vous voulez faire de la levée d'épargne, en gros, il faut que votre société soit une société anonyme ou une société par action simplifiée. Voilà. C'est un point qui peut être sacrément bloquant. Donc, ça nous... Qu'est-ce que vous entendez par le lever d'épargne? Oui, d'aller faire de la communication publique pour inciter des gens à prendre des parts dans votre société. Donc, à lever de l'épargne pour investir chez vous, pour vous faire des fonds propres qui vous permettront d'investir dans des projets. Il y a forcément de la levée d'épargne, non? Absolument. En fait, en tout cas, le modèle qu'on suit en France, c'est celui-là. C'est celui où on collecte de l'épargne citoyenne pour venir assembler de l'argent, aller chercher éventuellement la banque à côté pour compléter. Mais oui, a priori, on est sûr qu'on va faire de la levée d'épargne. Il pourrait y avoir d'autres modèles, et en particulier dans les autres pays d'Europe, les communautés énergétiques sont souvent des particuliers qui ont des toitures et qui partagent l'énergie. Là, on n'est plus sur des investissements collectifs et la levée d'épargne a moins de sens. Mais le modèle là, en tout cas auquel vous semblez adhérer, c'est celui où on investit collectivement. Donc oui, il y a de la levée d'épargne. Il y a une OPTF à faire à partir du moment où on fait de la communication au grand public. Ça veut dire que la SARL, c'est pas adapté à nos projets. Voilà, la conclusion. C'est un tableau un peu long, mais qui vous permet de comprendre pourquoi on en arrive à, si vous voulez faire une société qui n'est pas aux mains des collectivités, vous avez le choix entre la SA et la SAS. Et vous pouvez en faire une coopérative avec le format SIC. Ça vous va comme conclusion? Ça paraît cohérent. Oui, très bien. Oui, merci. Petit détail, les coopératives, SIC, SCOP, tout ça, font partie par défaut de l'économie sociale et solidaire. Vous faites partie de l'ESS. Pour les autres sociétés, si elles ne sont pas coopératives, il faut un agrément qui permet de valider que vous répondez aux critères de l'économie sociale et solidaire. Cependant, il n'y a que des... Pardon? Ça apporte quoi d'être... Une bonne question. Ça peut apporter parfois des financements. Il y a des financements dédiés à l'économie sociale et solidaire. Il y a pas mal de dispositifs d'accompagnement des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui n'existent pas pour les entreprises classiques. Ouais, c'est à peu près ça. Et c'est une reconnaissance, très clairement par contre, c'est une reconnaissance de votre éthique, enfin de l'éthique de votre société. Mais une banque pourrait rentrer dans le capital. oui, si elle répond aux critères. Oui, Je suis en voilà. train de me demander par exemple, mais je suppose que la nef doit pouvoir faire partie de l'économie sociale et solidaire. J'y pensais justement. Crédit coopératif C'est le cas aussi. parce que c'est une coopérative de base. Donc voilà, exactement, vous avez raison. À partir du moment où elle est coopérative, oui.
Et par contre, très important, et j'en fais un détail, mais on pourra s'y appesantir si vous voulez, les coopératives doivent prouver qu'elles respectent bien le principe des coopératives. Et du coup, tous les 5 ans, il y a une révision coopérative à faire. Donc, je vous ai mis en lien l'article d'énergie partagée sur le sujet, mais on pourra en reparler. Ça a un coût, malheureusement, et il n'est pas négligeable, puisque c'est 2 500 € en moyenne tous les 5 ans. Donc, ça a un coût d'être une coopérative, ce qui est un peu vexant, parce qu'on fait les choses bien, et en plus, on doit payer pour montrer qu'on les fait bien. Ah oui, la vache. Ouais. Principe du label. D'accord. Mais voilà, ça permet d'avoir. Alors après, c'est aussi un réseau. L'économie sociale et solidaire, c'est un réseau qui se reconnaît, quoi. Plus facile d'aller travailler avec d'autres coopératives quand on est soi-même. Et alors, juste une question, j'ai pas compris. Pour être actionnaire enfin, d'une SCIC ou d'une SCOP, il faut que les financeurs soient eux-mêmes coopératifs ou éthiques. Enfin, Non, c'est un choix que vous faites, vous, au moment de la création de la société. Je suis passée un peu vite par toutes mes excuses. Donc, votre société de base, ça va être une SA ou une SAS. Et vous pouvez choisir également qu'elle soit SIC. mais si elle est SIC, par exemple, là, il faut que les actionnaires, enfin les sociétaires, Mhm. soient eux-mêmes. Non, ça peut être n'importe quelle personne physique ou morale. Et même une personne morale, elle n'est pas obligatoirement Non, du tout. Non, non, éthique, pardon. coopérative ou quoi que ce soit. Du tout. Après, c'est nous qui décidons finalement si Oui, on fait rentrer ou pas le. exactement. Tout à Voilà. fait. Voilà. On va y venir, comment faire entrer, sortir. Mais voilà, non, non, il n'y a aucune règle sur la nature des sociétaires. Euh, si ce n'est que, alors là, on peut rentrer dans le détail, mais vous devez avoir des catégories de sociétaires. Ça s'appelle société coopérative d'intérêt collectif. Parce que l'idée, tout le format de la SIC est construit sur des intérêts individuels qui se regroupent autour d'un intérêt collectif. Et donc, il y a des catégories qui représentent les différents intérêts individuels qu'on peut avoir. Typiquement, dans nos sociétés, un installateur, il n'a pas le même intérêt dans le projet que une collectivité ou un citoyen. Et donc, il peut y avoir des catégories qui disent, bah, la catégorie prestataire, par exemple, les gens qui peuvent recevoir de l'argent de la société, ils sont dans une catégorie spécifique, et il faut penser que cette catégorie-là, peut-être elle va avoir un poids différent ou une façon de fonctionner différente que la catégorie citoyen, on sait rien, par exemple. Du coup, vous êtes obligé d'avoir 3 catégories au moins de sociétaires. Je suis désolée, je dérive un peu peut-être parce que ça rentre beaucoup dans les détails. J'en ai fini pour le choix des formes de société. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok. Je vais me pas regarder l'heure. Ça va. Un petit zoom très rapide sur les étapes de comment on fait pour déposer une société. Euh, Vous avez votre collectif. Vous vous mettez d'accord sur les statuts. Donc, vous rédigez les beaux statuts. Et alors là, ça se chevauche un peu. Vous allez trouver du capital. Donc, les gens qui veulent être fondateurs vont donner un chèque ou de l'argent que vous allez consigner à la banque. Donc, vous déposez le capital dans un compte consigné. Vous faites une AG constitutive où vous signez officiellement les statuts. Et à partir de là, vous publiez dans un journal d'annonce légale votre existence. C'est obligatoire. Avec la publication de cet article au journal d'annonce légale, le compte bloqué sur lequel vous avez votre capital initial et le compte rendu de votre AG constitutive, vous pouvez faire une demande d'immatriculation. Et à partir du moment où c'est tout bon, tout complet, et c'est une belle galère, je vous l'assure, vous pouvez bénéficier d'un magnifique CABIS, le fameux numéro d'existence d'une société. Voilà, l'immatriculation, c'est le CABIS. C'est très rapidement les différentes étapes. Évidemment, je vous assure que remplir les CERFA correspondants n'est jamais simple. Mais on vous aide, pas de problème. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre un peu plus dans les statuts. euh, pour, enfin, comme dit, j'avais prévu des ateliers en sous-groupe, mais je pense qu'on va surtout balayer l'ensemble. Et puis, si vous avez des questions, on pourra un peu approfondir. Mais
L'idée, elle est de comprendre à peu près quelle forme ça a sur cette diapo-là, mais aussi les grandes idées qu'il y a derrière chacun de ces titres qui sont un peu crispés, peut-être. L'idée, elle est que les statuts, ils vont être les mêmes pour une ESA, enfin, pardon, le squelette des statuts, autant pour moi, va être le même pour une ESA, une SAS et pour une SIC. Par contre, il y aura des exigences réglementaires qui sont un peu différentes selon le format. Vous avez ici les différents titres des statuts, donc 9 ou 10 titres obligatoires et potentiellement, alors pas potentiellement d'ailleurs, il faut un préambule pour expliquer ce que vous allez faire et potentiellement vous pouvez mettre des annexes. Ça fait un document qui peut être un peu conséquent et parfois un peu ardu. On ne saurait trop vous inciter à l'écrire de la façon la plus fluide et compréhensible possible, puisque nous sommes des sociétés destinées à un maximum de personnes et pour qu'elles comprennent au maximum, il faut que ce soit le plus simple possible. Mais malheureusement, le cadre légal nous oblige à avoir un minimum de complexité. Comme je vous le disais, il existe des modèles. Donc, le modèle des centrales villageoises, c'est très simple à appliquer. Le modèle d'énergie partagée permet de se poser toutes les questions utiles au fur et à mesure des différents titres, avec toutes les explications. Ce qui est certain, vous l'avez vu sur la partie de droite, c'est que les statuts ne font pas la vertu et vous ne pourrez pas garantir que tout se passera bien pendant 100 ans dans votre société rien qu'avec des statuts. Il faut que les gens incarnent les valeurs qui sont transmises, bien sûr, sur le texte. Donc voilà, il y a, il y a un moment où on ne peut pas tout prévoir juste par écrit. Ce qui était intéressant, parce que j'avais communiqué à certaines personnes du collectif un recueil de statuts de 3 sociétés coopératives. Et à chaque fois dans les préambules, il y a quand même, je dirais pas l'ADN, mais il y a quand même des éléments d'ordre plus que politique, quoi. Je sais pas comment dire, mais bon, après, on est d'accord, c'est que des mots, mais Tout à fait, on va y venir. En fait, je vais vous détailler, mais complètement. C'est pour ça que je dis le préambule, il n'est pas, il est pas accessoire du tout. C'est là où on explique ce qu'on va faire. Et j'arrive. On va détailler effectivement cette partie très importante. J'ai mis juste une petite remarque en bas de la diapo pour vous rappeler que enfin, la vie d'un collectif, elle ne vient pas de nulle part. Il faut la créer. Et donc, rédiger des statuts, ça peut être un peu rébarbatif. Moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant pour avoir fait l'exercice. Parce que c'est là où on se pose les vraies questions sur qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Mais c'est aussi un travail où il faut se répartir les tâches et se poser des questions et se mettre d'accord sur des questions avec des avis qui peuvent être très tranchés et parfois très contradictoires. Et du coup, il y a tout un travail à faire sur comment on travaille en équipe. Je vous renvoie à la formation d'énergie partagée sur l'organisation et la dynamique de groupe, mais n'hésitez pas à prendre le temps de voir comment vous voulez travailler, quelles décisions sont discutées à quel niveau. Est-ce qu'il y a des commissions qui proposent et ensuite l'ensemble des sociétaires qui décident. Voilà. Il y a vraiment un travail à faire sur comment, peut-être les premières sources de tension. Qu'est-ce qu'il y a dans ces statuts? Alors, je vais peut-être pas m'appesantir, il est déjà 21h15, on va pas trop rentrer dans le détail, mais on propose là de le détailler en 5 grandes questions. Donc, effectivement, cette première question qui concerne le préambule et la première partie et les premiers titres, c'est qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est vraiment ça qui est le fondamental de pourquoi on est en train d'écrire ces statuts. Sinon, ça sert vraiment à rien de passer du temps là-dessus. Et après, il y a les questions d'organisation. Donc, qui entre, qui sort, quand et comment. Donc, qui seront nos sociétaires? Euh, qui a quel poids? Donc, comment on décide, comment on prend les décisions dans notre société? Quelle va être la gouvernance du projet? Et qui décide de quoi? C'est quelles sont les instances? Quelle organisation on a pour prendre quel type de décision? Parce que tout le monde ne peut pas tout décider à tout instant. Et le point 5 sur lequel on s'arrêtera peut-être un peu plus longtemps, c'est la question de la gestion des intéressés. C'est dans les
pilier d'énergie partagée, il y a l'idée que on est sur de la finance éthique et puis qu'on sur de la gouvernance partagée. Il y a vraiment la question de ce n'est pas l'intérêt financier qui prime dans nos projets. Il peut être là, il n'y a pas du tout de problème avec ça, mais par contre, c'est pas lui qui guide les décisions de la société. Et du coup, il y a une attention à porter sur comment on garantit cette gestion un minimum désintéressée. Effectivement, nous, dans les échanges qu'on a eus en préparation et lorsqu'on a échangé sur les valeurs, certains ont évoqué la nécessité de rémunération des parts, euh, pas forcément immédiatement, c'est ce qui est évident, mais assez rapidement. Courage. Voilà. Alors que dans le Saint-Ouen, c'était pas du tout leur priorité, mais bon. Ça, Voilà. c'est très intéressant de voir que voilà, ça dépend des acteurs qu'on a autour de la table. Euh, je pense aussi qu'il y a des temporalités qui peuvent changer, hein, des contextes nationaux, contexte global. Et puis, de toute façon, c'est une question, et c'est intéressant parce qu'on peut avoir autour de la table, pour écrire les statuts, les gens les plus désintéressés du monde. Je vous garantis qu'ils se diront toujours, si on veut des sociétaires, il faut qu'on leur rapporte de l'argent. Donc il y a toujours cette question en filigrane qui est comment on va arriver à lever de l'épargne. Parce que autour de la table, on a beau être les plus désintéressés du monde. D'abord, on a d'autres intérêts qui sont pas financiers peut-être, hein, ça on est clair là-dessus. Mais en plus de ça, on veut collecter de l'épargne, on l'a dit tout à l'heure, et du coup, il va falloir intéresser des gens à venir investir dans notre projet. Je commence quand même par ces questions de... Alors, je vous laisse tomber l'atelier. Hein. Pardon. Du coup, j'ai pas les éléments sur la question 1. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? L'idée du préambule, ça va effectivement être tout à fait ce que disait David. C'est là où on va écrire les valeurs qu'on a partagées, éventuellement les réseaux auxquels on se réfère, les modèles qui nous inspirent. Et ensuite, dans le titre 1, je reviens juste en arrière, il y aura tout simplement l'objet de la société. Donc, il va falloir dire qu'est-ce qu'on fait. Là, c'est une partie que je ne pensais pas traiter ce soir parce que l'atelier n'était pas adapté, mais il y a des exemples, hein, bien sûr. Comme vous le disiez, il suffit d'aller lire les statuts de n'importe qui pour voir les différents modèles, les différents textes. Mais c'est là où vous pouvez vous lâcher et dire ce que vous avez envie de faire. La partie 2, qui entre, qui sort, quand et comment, enfin, je vous laisserai sans doute lire tranquillement ces supports que je vous enverrai bien évidemment. Va décider voilà, comment on fait rentrer les gens. C'est déjà une première chose. Qui peut valider et comment? Quelles sont les règles de validation? Et il y a une chose qui est parfois beaucoup plus difficile aussi, c'est qui sort. C'est que si quelqu'un veut partir, comment il peut partir? Et du coup, puisqu'il a pris une part sociale ou plusieurs parts sociales, comment il est remboursé et à quelles conditions? Donc, vous verrez dans le détail qu'on peut mettre des clauses pour que les parts, enfin, pour éviter de perdre tout son argent d'un coup de la société, parce que tout le monde part, ou voilà. Donc, il y a des possibilités d'adaptation. Mais globalement, c'est un peu un casse-tête. Savoir comment on permet aux gens de sortir. Euh, je ne pense pas m'appesantir, je pense que vous pourrez le lire tranquillement. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est ce que vous disiez à l'instant, David, il y a des exemples. Donc, je vous ai mis, je vais voir ce qui va se passer à l'instant là. Normalement, si je clique là-dessus, on arrive directement sur, voilà, exactement. Les exemples d'extraits de statut, donc qui entre, voilà comment la SIC Enercop l'a écrit, voilà comment une SIC Centrale Villageoise Énergie Moderne Dubaï a écrit. Donc là, vous trouverez en fait tous les modèles qui peuvent vous intéresser, vous inspirer, vous donner des idées et vous permettre ensuite de construire votre propre solution. Et c'est ce que j'ai donc proposé pour... Hop là, on y est à nouveau. Pour pour toutes ces grandes questions, c'est d'avoir à chaque fois des exemples qui vous permettent d'aller voir plus loin. Après, si vous voulez faire l'exercice vous-même au sein de votre collectif, vous pouvez remplir ces documents-là. C'est des pistes, en fait, pour réfléchir à ce qu'on veut mettre en réponse à ces questions. Qui entre, qui sort, bah, qu'est-ce qui est important pour le sociétaire, qu'est-ce qui est important pour la société, et à partir de là, quelles règles on peut se mettre.
Donc ça, c'était la prévision de l'atelier de ce soir, mais je crois que vraiment, au petit nombre qu'on est et puis au temps qui passe, ça va pas être nécessaire. Et surtout, c'est un travail que de toute façon, vous devrez faire au sein de vos collectifs. Donc si on le commence là ce soir, il serait de toute façon à refaire avec vos autres membres. La question 3, qui a quel poids? C'est clairement la question de la décision de la coopérative ou pas. Ce qui est intéressant, on le disait tout à l'heure, donc une coopérative, la règle de base, c'est une personne égale une voix. Euh, mais ça n'empêche pas de le faire même si on n'est pas une coopérative. C'est-à-dire que si vous décidez que la SIC, c'est trop contraignant, vous pouvez n'être qu'une SAS, mais vous pouvez être une SAS ou une personne égale une voix. Il n'y a aucun problème pour ça, c'est vous qui décidez comment vous prenez les décisions au sein de la SAS. Je pense que j'ai été j'ai beaucoup parlé de l'histoire de coopérative SIC et SAS, mais c'est assez clair pour vous, hein. Une couche société commerciale, vous pouvez rajouter dessus la couche coopérative, mais c'est pas obligatoire, on l'a bien vu. Et du coup, sur cette couche de base, vous pouvez quand même lui donner des caractéristiques de la coopérative. Voilà, et puis les états intermédiaires, vous pourrez voir, mais du coup, il y a la possibilité de faire des systèmes de tranches de voix. Si vous avez 10 parts, vous avez 2 voix. Si vous avez 50 parts, vous avez 3 voix. Ça existe aussi. Je fais un petit zoom sur les collèges de vote. Les collèges de vote. J'espérais avoir un joli schéma. Il est possible de créer des collèges de vote. C'est-à-dire que, on l'a dit, par exemple, dans une coopérative, vous avez différentes catégories de sociétaires. Et il est possible de donner plus de poids à une catégorie qu'à une autre. L'exemple très très facile à prendre, c'est celui de Biocop. Vous connaissez la coopérative Biocop, où il y a beaucoup de sociétaires qui sont consommateurs et quelques sociétaires qui sont producteurs. Si au sein de la société, chacun avait le même poids dans les décisions, typiquement, on pourrait avoir les prix qui descendraient très très bas jusqu'à faire mourir les producteurs. Parce qu'en fait, les consommateurs, ils voudraient absolument avoir le prix le plus bas possible. Du coup, ils ont mis au sein de Biocop des règles qui font que le collège des producteurs va avoir un pourcentage de voix plus important que le nombre qu'ils représentent en réalité dans la société. C'est un peu clair pour vous? Oui. Ça peut se représenter comme ça. Vous avez 3 collèges, voilà, l'un avec 100 actionnaires, l'autre avec 20 actionnaires, l'autre avec 20 actionnaires. En théorie, ils ont, si on a 140 actionnaires, beaucoup plus de voix pour le collège 1 que pour les 2 autres collèges. Sauf que là, ils ont équilibré avec 40%, 30% et 30%. Ce qui fait que, alors après, vous avez différentes façons. Les calculs en dessous, c'est les différentes façons de prendre en compte la pondération. Il y a plusieurs options. Mais vous n'allez pas avoir des résultats qui vont dépendre juste du nombre de personnes qu'il y a dans chaque collège. C'est simplement un pourcentage de représentation dans les décisions globales. Mais toute personne a bien toujours une voix. Par contre, les voix des uns et des autres sont pas prises en compte de la même façon selon le collège auquel ils appartiennent. C'est la parenthèse sur les collèges. Vous pourrez voir si ça vous intéresse d'avoir des pondérations comme ça. En général, vu nos types d'actionnaires qui sont relativement similaires, dans les premiers temps, on ne se complique pas la vie avec des collèges. Parce que c'est un petit peu compliqué au moment de l'Assemblée générale pour les prises en compte des voix, pour info. Il y a des petites calculatrices qui existent pour calculer le résultat d'un vote. Ça devient compliqué. En général, c'est les collèges Parce que là, dans ce que j'ai vu là, dans les statuts, en général, il y a 3, 4 collèges. Oui. Il y a les salariés, les bénéficiaires des activités, les collectivités. Ouais, typiquement, C'est les ça? salariés qui peuvent être peu nombreux peuvent être mieux représentés via leur collège. Euh, En fait, c'est à vous de voir si vous pensez qu'il y a des intérêts sous-représentés qui devraient être plus représentés dans les décisions. Mais du coup, ce type de collège est intéressant dès lors où il y a des intérêts divergents. Absolument. A priori, c'est ça l'idée, c'est que vous avez au sein de la structure des intérêts à défendre qui sont pas assez défendus, et du coup, vous leur donnez plus de poids qu'aux autres. Ça peut être le cas, hein, et je reprends l'exemple que je prenais au début. Si vous avez... Ah,
merci. Si vous avez... Non, pas de souci. Si vous avez des installateurs ou des prestataires quelconques dans la société, peut-être qu'il faut leur donner un peu plus de poids que juste les 2 ou 3 personnes qui sont représentées. Parce que, typiquement, on veut pas écraser leur prix, on veut qu'ils aient un prix décent pour pouvoir vivre, et du coup, il faut qu'ils représentent leurs intérêts suffisamment pour que leurs décisions soient prises en compte, leur avis soit pris en compte dans les décisions de façon plus conséquente. Il n'y a pas beaucoup d'intérêts divergents en général dans nos projets dans un premier temps, mais quand vous arrivez sur des projets éoliens où vous avez Engie qui doit composer avec la commune, qui doit composer avec Énergie Partage Investissement, ça devient des intérêts très, très divergents. On pourrait comprendre qu'entre le propriétaire de la toiture Oui. les personnes et les autres sociétaires, enfin, je sais pas, on pourrait comprendre que les propriétaires aient plus de poids ou pas, je sais pas, hein, mais Oui, typiquement, mais ça peut être un des collèges qui peut être imaginé. Euh, Après, encore une fois, c'est compliqué, donc il faut bien réfléchir à les mettre en place, parce que ça complique sacrément les décisions. Mais ça peut vraiment avoir du sens. Grande question 4. Qui décide de quoi? C'est en fait quelles instances il y a au niveau de la société. Alors normalement, j'ai mis un exemple ici, voilà. J'ai mis l'exemple de la ferme des Scoums, qui est donc une coopérative d'énergie citoyenne. Et ils ont fait ce processus décisionnaire. Donc vous pouvez tout à fait utiliser ce tableau si vous le souhaitez, voir s'il vous correspond, qui reprend les décisions qui sont prises par les associés, donc en assemblée générale. Les associés, c'est tous ceux qui sont sociétaires de la, de la structure, donc toutes les décisions de l'Assemblée générale, les décisions qui reviennent à l'organe de gestion, qui peut être donc un conseil d'administration, un directoire, ça peut être plusieurs choses, et les décisions relevant éventuellement du président. Donc ça, il faut savoir à chaque fois à quel niveau on doit se référer pour pas passer des heures à consulter tout le monde à chaque fois, sinon on n'avance pas, et en même temps, garder l'idée que chacun peut avoir une place où il peut exprimer ses idées et puis ses désaccords éventuels. Ce modèle, il est pratique parce qu'il vous liste à peu près les grandes décisions qu'il y a à prendre dans la vie de nos sociétés. Donc ça, c'est assez pratique. Et comme vous voyez, vous pouvez donc réfléchir sur le type de majorité à prendre en compte à chaque fois, sur le quorum si besoin, et sur les modalités de vote. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un modèle pour réfléchir à vos instances de décision. Je pense qu'il n'y a pas de grosses surprises là-dessus. non. Et j'en viens à cette question 5 sur la gestion des intéressés ou pas. Qui est surtout la question, effectivement, des excédents. Chouette, on a enfin trouvé notre 5e toiture, on arrive à une très belle production et on fait un bénéfice. Qu'est-ce qu'on va en faire? Les deux grandes idées à avoir, donc, c'est ces obligations. Pardon, je commence par la SAS qui est en dessous, mais c'est camembert bleu et orange. Il est toujours obligatoire de constituer une réserve légale. Donc les 5 petits pourcents là, vous êtes obligé de les laisser dans la société en tant que réserve légale, jusqu'à atteindre un dixième du montant du capital. Donc ça, c'est pour garantir que les sociétés se prémunissent des éventuels coups durs à l'avenir. C'est tout. Après, vous faites ce que vous voulez avec le reste de l'argent. Par contre, en SIC, il y a beaucoup plus de garde-fous, à savoir que on continue sur la question de l'économie sociale et solidaire. L'intérêt financier ne peut pas primer sur les autres. Et donc, il est obligatoire de mettre plus de la moitié des bénéfices en réserve. Donc, la réserve légale, qui était à 5% juste avant, elle monte à 15%. Et il y a une réserve statutaire, qui est liée au statut de SIC, qui est de 42,5%. Donc, au total, c'est 57,5%, je crois, voilà, c'est ça, qui sont à mettre en réserve. Donc, déjà qu'on ne fait pas des gros bénéfices, en plus, on avait plus de la moitié qui doit rester dans la société. Donc, vous n'allez plus reverser grand-chose. En plus de ça, il y a un plafond maximum de rémunération, qui est le TMO, le taux moyen des obligations, qui est fixé chaque année sur la moyenne nationale, plus 2 points. Donc si le TMO est à 1,3%, vous pouvez au maximum faire une rémunération de 3,3%.
C'est donc très contraignant dans le sens où la première raison d'être d'un sociétaire dans une coopérative n'est pas de gagner de l'argent. Voilà, c'est dit, c'est illustré comme ça. C'est quoi enfin, pourquoi la SCIC doit avoir de la réserve? C'est pour l'inciter à investir après sur d'autres projets? Parce que, en fait, effectivement, la coopérative, le premier objectif de la richesse qu'elle crée, c'est de réinvestir, enfin, c'est de réinvestir dans son objet social. Donc, de multiplier les actions qu'elle porte grâce aux bénéfices qu'elle génère. D'accord. Euh, la deuxième action, ça va être de rémunérer ses sociétaires éventuellement, si elle le souhaite. Oui, mais c'est vraiment dans l'idée, effectivement, de continuer à faire des projets, quoi. Exactement, Voilà. exactement. J'en profite parce que c'est tout à fait le même sujet. Je passe à la slide suivante et puis je reviendrai sur le reste. De la même façon, une coopérative a des réserves impartageables. C'est-à-dire que si vous fermez, vous arrêtez la coopérative, tout ce qui reste en réserve ne peut pas être partagé entre les sociétaires. Ça doit être obligatoirement versé à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'est comme Et c'est comme pardon? les associations, non? Alors, sans doute, dans le sens où les associations, de toute façon, elles ne peuvent pas reverser à leurs associés. Les associés d'une association, ils ne On peuvent doit pas. verser à une autre association si on Mais ferme. voilà, du coup, on est sur ce même dispositif que là. Mm. Alors qu'on pourrait dire, bah, chaque sociétaire récupère la part équivalente. Mais non, les réserves, tout ce qui est dans les réserves, ne peut pas être redistribué. Et c'est la même idée, c'est que la richesse qui a été créée par cette coopérative, elle ne va pas bénéficier en premier lieu à ce sociétaire, mais d'abord à des projets similaires. Mais les sociétaires sont quand même remboursés de ce qu'ils ont amené ou Tout même à pas? fait. Ah Ça, oui, c'est pas les réserves. Les réserves, c'est vraiment ah ce qui oui, a été oui. mis de côté au fur et à mesure et qui a été éventuellement réinvesti d'ailleurs, hein. Elles sont utilisables dans le cadre du projet, bien sûr, mais par contre, elles ne font pas partie des parts sociales du projet. Du coup, il reste quand même soit beaucoup, soit un peu de bénéfices à répartir, et vous pouvez décider de le prévoir dans les statuts comment on répartit ce bénéfice. Donc vous pouvez décider dans les statuts de ce qui sera fait avec le bénéfice quand il arrivera. Ou bien vous pouvez simplement dire que c'est l'Assemblée générale qui décide. Donc chaque année, à l'Assemblée générale, il y a une résolution qui est qu'est-ce qu'on fait du résultat. Voilà. C'est Et j'avais vu, je crois que c'est à la nef, ou je sais plus quel organisme, quand le taux qui avait été prévu à l'Assemblée générale était trop faible ou en dessous d'une certaine valeur, on, on reportait à plus tard la rémunération pour diminuer les frais de gestion. Oui, alors là, ce qui est intéressant avec la nef, c'est qu'ils ont carrément décidé de ne pas les verser quand ils sont trop faibles. Cette Oui, année, c'est ils ont les ça. premiers bénéfices et ils ont décidé de ne pas les verser. Ils ont Oui, dit, c'est bah, ça. si c'est moins de 5 euros, je crois, Hmm. bah, ce sera directement sur ça ira comme don en microcrédit, à une structure de microcrédit. Donc c'est tout à fait une possibilité. C'est là où vous avez tout à fait raison, c'est que quand il y a très peu de bénéfices et beaucoup de sociétaires, rien que le temps à passer ou le coût à passer à verser les bénéfices peut être plus élevé que le bénéfice lui-même. Donc, ça devient parfois absurde de voilà, verser les bénéfices. Alors, il y a plusieurs options. Vous pouvez effectivement les cumuler, les laisser dans la société et les cumuler jusqu'à ce qu'il y ait une demande de reversement. Euh, vous, vous pouvez, alors là, en plus, je suis pas tout à fait sûre de moi, mais a priori, c'est pas possible en SIC, mais par contre, c'est possible en SAS, je crois. Vous pouvez revaloriser les parts. Donc, en fait, au lieu de verser un bénéfice, les parts prennent un petit peu de valeur. Donc, les gens sont un peu plus riches en ayant gardé juste leur part sociale. Par contre, là, je- c'est à vérifier, mais il me semble que c'est pas possible en coopérative. Ça veut dire que si on a le même nombre de parts, c'est une augmentation de capital? Absolument, puisque le bénéfice qui a été réalisé, finalement, il vient dans les fonds propres, donc le Ok. capital augmente les chambres. Tout à fait. Euh, C'est principalement ça, la question de la garantie, de la gestion des intéressés, c'est de faire en sorte. Et du coup, c'est en général ce qui fait beaucoup de débats,
Et comme je vous dis, non pas parce que les gens autour de la table veulent gagner de l'argent, mais parce qu'ils s'inquiètent de la possibilité de trouver des investisseurs si la rémunération est trop faible. Ça n'a pas du tout empêché des sociétés de faire une absence de rémunération de part sociale. Il y a des sociétés citoyennes d'énergie renouvelable qui fonctionnent tout à fait avec zéro rémunération des parts sociales, qui ont levé de l'épargne sans problème. Maintenant, ça dépend tellement du territoire où vous vous trouvez, des arguments sur lesquels vous appuyez, des contacts que vous saurez prendre, etc., que c'est extrêmement difficile à estimer. Euh, Après, mais tout est possible. oui, après, c'est la capacité à collecter de l'épargne ou le type de personne qu'on veut toucher, en fait. C'est ça C'est ce qu'on aussi, disait hein. tout à l'heure, oui, tout à fait. Voilà, c'est aussi typologiquement, je schématise un peu, mais soit on reste entre bobos et on va chercher tous les bobos du coin, et là on peut faire une SIC plus, et voilà, chacun en plus a un peu d'argent, donc il va mettre, voilà. Ou alors on dit on veut toucher des gens qui sont éloignés de ça, culturellement, voilà. Et ça peut être aussi, il n'y a pas que celui-là hein, comme moyen, mais ça peut être un des Oui, moyens. tout à fait. Absolument. Et par contre, ce sera très très difficile d'attirer des investisseurs plus classiques, type business angels, si vous n'avez pas un bénéfice à leur proposer au moins au bout de quelques années. Sans être business angel, c'est l'artisan du coin, enfin voilà, c'est des choses comme ça. Oui, oui, C'est plutôt ça, quoique, hein. quoique parfois il est au contraire le plus engagé. Mais ouais, tout à fait. Absolument, ça questionne la diversité des investisseurs. Et quand je vois le pourcentage qu'il faut mettre en réserve, là, mais si on arrive à un moment donné à un plafond en disant, bah voilà, comment dire, la quantité de projets déjà en place, enfin, voilà, c'est bien, enfin, je veux dire, on produit une quantité, ça revend localement, voilà, enfin bref, on veut pas plus augmenter, on pourrait, et le problème c'est qu'on va continuer à avoir des bénéfices et on fait quoi de tout cet argent? Bah, c'est intéressant de se dire que si vous avez une société qui marche bien, elle ne pourra que faire d'autres activités. Ou bien elle mettra en réserve jusqu'à clore un jour. C'est tout. Et filer l'argent à quelqu'un d'autre, à une autre structure de l'ESS. D'accord. C'est vraiment des sociétés qui sont faites pour se concentrer sur leur activité. Je ne sais pas comment, peut-être je sais pas si je le dis très bien, mais c'est exactement ce que vous disiez à l'instant, quoi. C'est que si on ne fait rien et que ça crée des bénéfices, il faut que ça crée des bénéfices, on est d'accord? Et ben cet argent, il pourra être un peu redistribué, mais surtout, il devrait être réinvesti. Dans Oui, ce c'est vrai cadre-là, il qu'elle faut avoir d'autres activités au statut alors. Pardon, j'ai pas entendu la question. Il faudrait peut-être prévoir d'autres activités au statut. Alors, Je pense par exemple, c'était vers Vitel, je crois, où ils font aussi de la sensibilisation à l'emploi des énergies renouvelables ou de la formation ou des choses comme ça. alors, tout à fait, là, et complètement. Si vous avez des bénéfices, vous pouvez les utiliser pour faire ce que vous voulez et vous pouvez réinvestir dans des projets, mais faire aussi d'autres actions, bien évidemment. Et on a le parc éolien le plus connu là, de citoyens de Béguane qui paye un demi-ETP à faire de la sensibilisation sur les économies d'énergie grâce aux bénéfices du parc. Par contre, je veux pas du tout être pessimiste, hein, parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà été un peu, mais d'ici que vous vous posiez vraiment des questions sur quoi faire de vos bénéfices, Oui, vous avez le temps. oui, oui. Dans un premier temps, le chiffre d'affaires, il va permettre de rembourser les prêts. Il y aura peut-être un petit peu de bénéfice au bout de quelques années, mais qui ne va pas vous permettre de financer grand-chose, malheureusement. Sauf si vous vous lancez dans des projets ambitieux. Allez faire donc un parc éolien, c'est très bien. Alors justement, non, Et on est sur un... Il faut. Là, les voisins, ça va être compliqué. Il y en a qui sont venus à la réunion pour être sûr qu'on ne fasse pas d'éolien. Ah ben vous leur avez promis des bénéfices de... Non, non, là, c'est vraiment le sujet, l'éolien sur notre territoire. C'est assez bizarre, mais il Ok, y a vraiment un très gros collectif de gens qui d'accord. sont anti. Bon. Bon, il y a aussi d'autres énergies renouvelables, hein. C'est une parenthèse qui n'a rien à faire ici, mais n'hésitez pas à réfléchir tout simplement au plus simple solaire thermique, hein, c'est possible aussi, ça permet, mais à d'autres options comme faire des réseaux de chaleur ou de C'est pour l'hydraulique. ça que dans les statuts que j'ai vus, là, à chaque fois, ils parlent d'énergie renouvelable, ils précisent pas lesquelles.
Oui, c'est normal, ouais. Il y a Voilà. quand même beaucoup de projets qui ont commencé par de la toiture photovoltaïque et qui maintenant font d'autres choses, hein. Mais c'est vrai qu'on peut mettre aussi transition énergétique, comme ça on peut être sur la sensibilisation, on a parlé aussi de sobriété énergétique, nous, dans la réunion, il y a des gens qui ont dit ça. Donc c'est vrai qu'on peut faire des statuts un peu larges, et puis voilà. Sur l'objet, il y a un moment, il faut que vous citiez quelque part que vous allez faire de la production d'énergie renouvelable pour pouvoir faire de la collecte d'épargne. Parce que, comme je vous le disais, c'est une exception pour les entreprises de production ENR. Mais sinon, vous pouvez mettre tout le reste sans aucun problème. J'en ai fini sur ces 5 grandes questions. Je m'excuse, mais je vais vous laisser. Oui, oui, bien sûr. Déjà enfin, c'est très tombe bien, avancé pour on nous arrive en au bout. plus. Alors, en tout cas, un grand merci. C'était très très intéressant et je vous souhaite une bonne poursuite. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. revoir. On arrive de toute façon au bout, effectivement. J'avais juste une question. Effectivement, ce que j'ai vu dans les statuts, là, il parle du président, il parle d'un conseil coopératif. Mhm. C'est des SIC à chaque fois. En fait, ça n'a aucune importance. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Oui, d'accord. Vous avez, vous avez si c'est une SAS SIC, par exemple, vous êtes obligé d'avoir un président. C'est la seule obligation de la SAS. Il faut qu'il y ait une personne qui soit là pour se prendre tout dans la pomme s'il y a un problème. Mais après, très souvent, c'est quand même très rare qu'on n'ait pas besoin de cet organe de gestion, qui peut être conseil d'administration, conseil coopératif, comité de trucs. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et en général, on a besoin de cette instance pour fonctionner au quotidien, quoi. On va pas aller interroger toute l'Assemblée générale tout le temps sur toutes les décisions, ce qu'on disait, hein. Et par contre, faire tout décider par juste un président, ben, ça paraît absurde dans les sociétés qu'on veut créer où la gouvernance est partagée. Donc, on a en général cet intermédiaire du conseil, comité, truc, vous l'appelez comme vous voulez. Et après, il n'y a pas, comme dans les assos, enfin, j'ai pas vu d'intitulé de poste du type trésorier, secrétaire et autres, hein. Mais même dans les associations, c'est pas du tout obligatoire. Non, je sais, mais Faire un c'est bureau, souvent ça dépend de ça. vous. Hein. Et en fait, ce qui se passe aussi beaucoup, c'est que enfin, ça c'est nous le modèle énergie partagée qu'on défend pas mal parce qu'il est basé là, sur ce qui a un peu été fait jusque-là, c'est d'avoir des commissions. Donc vous avez une commission technique qui va s'occuper de développer les projets, une commission juridique qui va s'occuper peut-être de rédiger ses statuts. Et donc ça, c'est plus souvent un fonctionnement qu'on voit, mais pourquoi pas l'inventer autrement, hein. Et par contre, ça vous empêche absolument pas d'avoir un président, un secrétaire, un trésorier, si c'est le modèle qui vous parle et qui vous permet de fonctionner bien au quotidien. Ce sont des missions que vous pouvez aussi faire tourner, ou bien vous dire qu'elles sont gérées collectivement. Mais par contre, ce qui peut être très intéressant dans ces cas-là, c'est de lister ces tâches. Typiquement, il faut transmettre les infos au comptable tous les trimestres pour faire les déclarations de TVA. Qui fait ça? Voilà, ça c'est important qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Euh, et du coup, voilà, à vous de la répartir comme vous le souhaitez. Ce qui peut être très utile, en plus d'avoir des statuts, d'avoir un règlement intérieur pour se donner des règles qui ne sont pas forcément décrites dans les statuts, qui sont beaucoup plus souples à modifier, parce qu'un règlement intérieur n'a pas besoin de faire une assemblée générale extraordinaire pour le modifier. Et donc ça vous permet de vous donner des règles un peu souples, mais un peu écrites de fonctionnement interne, d'organisation interne. Voilà. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à visiter le site Géclair et à vous abonner à notre newsletter pour découvrir plus de ressources. Vous pouvez aussi adhérer à nos associations et bien sûr rejoindre le collectif citoyen proche de chez vous ou en créer un nouveau. Bonne journée.